Nicolas Appelt et merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet entretien de la chaire Yves Ultramar. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Nicolas Appelt, vous êtes docteur en études arabes. Votre thèse, défendue en 2019, a porté sur la représentation des jeunes dans les séries télévisées syriennes, donc entre 2000 et 2011. Et par la suite, vous avez consacré vos travaux au film documentaire syrien d'après 2011. L'angle de la production cinématographique est particulièrement pertinent pour mieux comprendre le contexte du conflit syrien, parce que la révolution syrienne et la violence qui l'ont suivie ont largement été documentées au jour le jour par différents acteurs. Mais avant de revenir sur ce sujet, je voulais d'abord vous demander quelles approches vous ont guidé dans vos travaux sur la représentation des jeunes, donc dans les séries télévisées syriennes jusqu'à 2011, et puis par quel cheminement avez-vous délaissé la fiction pour vous intéresser aux films documentaires après 2011 ? Alors, tout d'abord, le sujet, le thème de la jeunesse m'intéressait. Il m'est apparu pertinent suite à une expérience professionnelle que j'ai eu l'occasion de faire à Damas comme enseignant de français langue étrangère au Centre culturel français à Damas. Et je me suis rendu compte qu'il y avait ça serait compliqué de le mettre au singulier, mais en tout cas un nombre important de jeunes qui fréquentaient le centre. Donc mettre au terme au singulier la jeunesse, ce serait compliqué, ce serait une erreur méthodologique certainement. Mais voilà, le centre était fréquenté par des jeunes, soit qui venaient prendre des cours, mais soit qui venaient aussi à la médiathèque, qui venaient au ciné-club, qui venaient voir les expositions. Et je me suis rendu compte aussi, en fréquentant différents lieux culturels à Damas, que ce soit des théâtres, des festivals, comme il y avait un festival de documentaires qui s'appelait Docsbox, etc., qu'il y avait des jeunes ou une jeunesse, pour aller vite, qui était très curieuse de films, de productions culturelles, de pièces de théâtre, etc. Et en fait, c'était un peu compliqué pour des raisons, je dirais, de faisabilité, de faire un travail sur ce centre culturel comme un lieu fréquenté par des jeunes, etc. Donc il y avait aussi une responsabilité que je m'imposais, c'est-à-dire que je voulais mettre personne dans l'embarras en abordant peut-être des questions qui pouvaient se révéler très vite délicates, etc. Alors, compte tenu du fait qu'il y a toujours encore aujourd'hui une production de séries télévisées assez importante, je me suis intéressé à la représentation des jeunes dans ces séries. Par la suite, ayant quitté la Syrie en septembre 2012, j'ai eu l'occasion de co-animer une masterclass avec le réalisateur Oussama Mohamed au Festival international du film de Fribourg, dans lequel il y avait une carte blanche donnée à Oussama Mohamed qui a pu sélectionner un nombre important de documentaires. Et c'est là que je me suis rendu compte, parce que, sauf erreur, en 2014, il y avait déjà eu le Sergent Immortel qui avait été projeté à Locarno, mais peu de documentaires syriens étaient venus en Suisse. Et je me suis rendu compte de l'importance de la production. Et en me rendant dans des festivals, en suivant la production, je me suis rendu compte de l'ampleur, en fait. Certes, elle est à nuancer par rapport à, peut-être, si on prend la représentation du conflit syrien, elle est faible quantitativement par rapport aux vidéos qui ont été postées sur les plateformes d'échange, sur les réseaux sociaux, mais il n'empêche que elle existe, cette production de films documentaires. Elle s'est étalée sur le temps aussi. Même si aujourd'hui numériquement elle est plus faible, elle existe encore. Elle existe également aujourd'hui par des réalisatrices et des réalisateurs qui se trouvent en exil. Mais numériquement, elle était quand même assez importante. Et aussi, elle apportait un recul, elle apporte toujours un recul par rapport
à une représentation brute du conflit. Merci. Les formes de production audiovisuelle en lien avec le conflit syrien sont très diversifiées, comme vous le montrez dans vos travaux. Donc il y a par exemple des vidéos amateurs, anonymes ou non, postées sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, et puis parfois reléguées dans les chaînes internationales d'information. Et en même temps, il y a donc ces films documentaires que vous décrivez dans vos travaux et qui se rattachent vraiment à une forme d'expression artistique. Donc je voulais vous demander comment vous conceptualisez ces différentes formes de production audiovisuelle. Comment en fait formez-vous votre corpus pour procéder à une analyse? Oui, alors ça c'est une question qui est importante parce qu'elle soulève un point de méthode, c'est-à-dire qu'il y a, je pense, un risque de créer des catégories ex post. Par exemple, si on prend certains réalisateurs, ils ont fait d'une certaine façon les deux. C'est-à-dire qu'ils ont documenté au jour le jour le mouvement de révolte qui se déroulait en Syrie. Et à côté de ça, ils se sont lancés dans des projets à plus long terme. Par exemple, si on prend une interview que Saïd Al-Battal a donnée au Cahiers du cinéma, lors de la sortie de son documentaire qu'il a co-réalisé intitulé Still Recording, il explique justement que à travers le travail de documentation que lui faisait, il lui manquait quelque chose pour rendre compte de la réalité de ce qui se passait à Douma où il se trouvait. Donc je pense que c'est vrai qu'il y a un chevauchement des pratiques, mais certains réalisateurs et certaines réalisatrices se sont tournés vers le documentaire. Peut-être au début, certains expliquent qu'ils ne savaient pas très bien ce qu'ils allaient faire des images, comment ils allaient comment dire, se défaire de l'instantanéité et aller vers quelque chose de plus long. Mais l'écriture aussi d'une forme narrative est apparue. Donc voilà, peut-être qu'il y a les deux pratiques qui étaient chez certains, présentes chez certaines réalisatrices et réalisateurs, mais effectivement, certains expliquent, ont écrit des textes, par exemple Orwa al-Mordad aussi, pour expliquer que c'est le documentaire et non la fiction également, qui était le plus à même, le plus adéquat par rapport à ce qu'il voulait faire pour rendre compte du conflit syrien, en Syrie, du mouvement de révolte et puis ensuite du conflit. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est à noter. Ça peut être conceptualisé, encore une fois, dans certains textes. Ça peut être aussi une démarche qui a été expliquée, ce chevauchement des pratiques, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une césure qui s'opère avec des tournages parfois très longs, sur plusieurs années, avec des centaines d'heures de rush qui sont accumulées, avec un travail de montage très long. Et ça, effectivement, votre question est intéressante parce que ça permet aussi de rebondir sur les structures de production qui ont permis ça. Ce qui est intéressant de relever, je pense, c'est que parfois des tournages ont débuté avec un matériel très léger, des conditions très difficiles, que cela soit dans des zones contrôlées par le régime, donc des tournages à la dérobée, clandestins, ou dans des zones dites libérées, où là quand même il y avait des dangers, des risques, parfois sur des lignes de front. Et ce qu'on remarque quand même, c'est que les structures de production, que ce soit Bidayat, que ce soit Etijahat, se trouvent hors de Syrie. Et donc il y a eu toute une série de difficultés aussi pour faire sortir les images, tout le travail de montage qui a pu être fait, parfois des tournages à distance. Certains réalisateurs finalement ne pouvant plus être en Syrie et demandant à ce que certaines images puissent être tournées et transmises, etc. Donc il y a tout cet aspect d'externalité finalement de la production, alors que les tournages avaient lieu en Syrie. Ce qui est important de relever également,
par rapport au documentaire, c'est ce balancement, cette ligne de crête finalement qui est toujours présente entre l'urgence de témoigner et en même temps, pour reprendre une expression de Cécile Bouex, qui a aussi beaucoup travaillé sur la vidéo, qui a beaucoup travaillé sur les usages, les différents usages de la vidéo, elle explique qu'il y a un transfert de compétences finalement où on peut s'interroger sur la façon dont il y avait un certain savoir-faire, une certaine pratique qui est utilisée pour comprendre le soulèvement, le mouvement de révolte à travers l'image. Et ça peut déboucher sur encore une fois, des tournages longs, où finalement, parfois, un aspect qui est lié à un contexte particulier. Si on prend Le Sergent immortel de Ziad Kalthoum, c'est en étant assistant réalisateur sur le tournage d'un film de Mohamed Malas qu'il peut conduire son propre projet, le Sergent immortel. Alors il va faire ce que moi j'ai appelé un détournage finalement, où il construit son film sur une interrogation liée au contexte, liée à la fiction en train de se faire et qui ne répond plus, qui n'est plus à même de rendre compte de la situation en Syrie. Donc il y a eu, je pense, il y a encore, maintenant c'est lié très souvent à l'exil, au fait d'être à l'extérieur de la Syrie, quoiqu'il y a peut-être des films qui ont été encore tournés récemment à Idlib, mais il y a ce mélange du contexte qui est important, de l'opportunité, presque du kairos on pourrait dire, à saisir, et parfois des tournages, encore une fois, longs, et un processus d'écriture aussi long, et un montage long. Le conflit syrien est communément appréhendé à travers son caractère géopolitique ou supposément ethnico-religieux. Cependant, la guerre civile syrienne a été précédée par une mobilisation pacifique où le référent religieux était faible ou même absent. C'est vraiment par la suite que celui-ci a pris plus d'ampleur, quand il était mobilisé par des acteurs internes, externes, que ce soit la population en exil ou bien le régime Assad qui a contribué à une confessionnalisation du conflit, ou bien l'État islamique qui s'est imposé par la suite. Et comme nous l'avons vu, donc, les images filmées jouent un rôle important dans ce conflit. Mais je voulais vous demander comment est-ce que les producteurs d'images se positionnent justement par rapport à ces discours dominants, donc qu'il s'agisse des réalisateurs, des artistes, des activistes, des artisans. Enfin, comme vous l'avez dit, ces catégories sont assez vagues, mais comment se positionnent-ils par rapport à ces approches? Et puis, comment en fait se réapproprie-t-il le récit de ce conflit pour le délivrer à une audience nationale, régionale, mondiale? Alors, votre question, elle recouvre plusieurs aspects et je pense qu'elle est extrêmement importante. Je pense que d'abord, vous avez raison, il y a un aspect qu'on retrouve parfois dans la recherche, c'est peut-être l'explication du conflit par la variable sectaire confessionnelle. Et ça, je pense que c'est vraiment un piège. Je pense que, effectivement, nier cette dimension-là ou vouloir trop la minimiser, la minorer, serait un autre extrême finalement. Mais en faire la clé de lecture du conflit syrien serait, à mon sens, oui, encore une fois, une erreur, parce que ce serait, comme vous l'avez mentionné, négliger le fait qu'il y a une instrumentalisation de cette variable confessionnelle. Et que, comme vous l'avez dit également, le régime a très souvent joué de cette carte-là. Elle en a joué bien avant le conflit en Syrie, ne serait-ce qu'en laissant passer des djihadistes qui se rendaient en Irak après l'invasion de 2003, donc pour se protéger vis-à-vis des puissances de la coalition menée par les États-Unis,
sachant que c'était un climat extrêmement tendu sous l'ère Bush, avec l'axe du mal, etc., de faire passer des djihadistes pour faire accroître le poids des djihadistes en Irak, c'était aussi une façon de dire, regardez, nous au moins on a un régime laïque, etc. Si c'est pas nous, c'est le chaos. Bref, il y avait déjà quand même cette façon de jouer sur la variable d'un terrorisme djihadiste, en tout cas catalogué comme tel, qui était présente. Ensuite, ce serait nier aussi, ce serait nier qu'il y a des dissensions à l'intérieur des communautés. Ce serait les montrer, les considérer comme des blocs homogènes, alors qu'il y a des Alaouis qui ont rejoint l'opposition, il y a des chrétiens qui ont rejoint l'opposition, il y a tout un pan de ce qu'on a pu appeler la bourgeoisie sunnite, pour aller vite, bourgeoisie d'affaires, qui a soutenu le régime, etc. Donc c'est beaucoup plus fluide, mouvant qu'on ne le pense. Il y a aussi beaucoup de membres de ce qu'on appelle les minorités, soit chrétiennes, soit alaouites, qui ne soutiennent pas forcément le régime, mais qui se trouvent pris au piège par cette confessionnalisation du conflit. Mais il ne faut pas oublier non plus que la minorité alaoui a payé un lourd tribut. Si vous prenez les villages de la côte, ça a été des saignées. Et donc, les familles ne sont pas prêtes à envoyer forcément leurs enfants se faire tuer sur le front. Donc voilà, je pense que sans omettre le fait qu'il y a forcément ce qu'on pourrait appeler une confessionnalisation par le bas, qui s'opère parce que cette variable sectaire est mobilisée, mais je pense qu'il faut la voir comme un effet, plus que comme le moteur, l'élément clé déclencheur. Évidemment, quand on mobilise, me semble-t-il, mais peut-être puis-je me tromper, sur cette variable-là, ça crée des effets. Et effectivement, ça crée des effets. Ceci dit, je pense qu'une partie de chercheuses et chercheurs ont donné une importance trop importante. C'est-à-dire ces chercheuses et chercheurs se sont mobilisés sur les écumes les plus radicales de certains groupes armés qui mobilisaient cette variable sectaire. Et finalement, on a un petit peu négligé toute une partie de la mobilisation des conseils locaux, de civils, qui se sont retrouvés exclus par la militarisation du mouvement de révolte et qui se sont retrouvés marginalisés par les groupes armés les plus sectaires. Et je pense aussi qu'il y a eu toute une fascination pour Daesh, pour reprendre l'image, pour retourner là sur la question de l'image. Je pense que, par exemple, le travail que Jean-Louis Comolli a fait dans son bref et percutant ouvrage sur Daesh déconstruisait très bien l'image et qu'il n'y avait pas forcément cette à la fois fascination, répulsion et presque comme, je ne sais pas moi, une souris devant le serpent, fascinée devant l'appareil de production de Daesh. Qui était, je pense, qui occultait un petit peu quand même des réalités plus complexes qui se déroulaient sur le terrain, et notamment justement toute cette frange d'activistes qui se retrouvaient de plus en plus marginalisés, de plus en plus mis à l'écart, et dont beaucoup ont été contraints à l'exil. Et pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux réalisatrices et réalisateurs, je pense effectivement qu'il y a une démarche, et c'est un point commun qu'on retrouve à beaucoup de documentaires, qui est beaucoup plus dialectique que didactique, de vouloir informer avec une chronologie, par exemple, selon une démarche chronologique, voilà où on en est maintenant à telle période, et maintenant il y a l'arrivée de tel groupe qui nous chasse, etc. etc. Ces éléments-là sont présents, évidemment. Dans plusieurs documentaires,
on retrouve la montée de groupes armés qui mobilisent sur une base sectaire et qui effectivement s'emparent du terrain militairement, etc. Ça, on le trouve, c'est quelque chose qui est présent. Mais de nouveau, il est dans leur démarche d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est jamais mobilisé, cet aspect-là n'est jamais mobilisé comme un élément explicatif du conflit. Et c'est là que je trouve ces documentaires très importants, c'est que oui, elle est présente, cette dimension-là, mais elle est un élément qui est présent comme, pas comme élément du contexte, encore une fois, mais qui n'est pas surévalué. Et si on prend par exemple un documentaire comme Our Terrible Country de Ali Atassi et Ziad Homsi, qui suivent le chemin, la pérégrination de l'opposant Yassine al-Saleh, qui quitte Douma pour aller à Raqqa. La question de la montée de Daesh qui va enlever deux de ses frères, qui a enlevé deux de ses frères, est présente. Mais encore une fois, elle n'est pas un facteur explicatif et elle est replacée dans un contexte d'une confessionnalisation du mouvement de révolte, du mouvement du conflit. Et c'est, encore une fois, c'est un élément qu'on retrouve dans plusieurs documentaires, mais qui est présente comme faisant partie d'une réalité quotidienne. Et non pas comme parfois une réalité quotidienne contre lesquelles soit les réalisateurs, soit les personnes qu'ils ou elles filment se cognent et se cognent violemment. Quelque chose qui les dépasse, qui va les marginaliser, qui va les exclure, mais qui est encore une fois intégré dans les films comme un élément, comment dire, qui est traité de façon à être analysé et pas comme étant un élément qu'on va expliquer au public. Voilà, maintenant, on est dans telle situation parce qu'il y a eu ceci, parce qu'il y a eu cela. Je pense que ce sont des films qui contiennent une grande part de cheminement, ne serait-ce que parfois il y a des tournages qui sont très longs, et cette part de cheminement contient une grande réflexivité et s'interroge beaucoup, interroge à la fois leur pratique de réalisatrices et de réalisateurs, comme ils interrogent finalement ce qui est en train de se passer et qu'ils essayent de comprendre, et non pas forcément d'expliquer. On le voit, votre perspective de recherche combine des éléments à la fois sociologiques et cinématographiques. Du coup, comment est-ce que vous pourriez peut-être tirer des parallèles entre ce que vous appelez les stratégies d'évitement des réalisateurs et réalisatrices et celles des citoyens et citoyennes syriens dans la vie de tous les jours, que ce soit face à des codes sociaux implicites ou à de la censure plus explicite? Alors, bon, déjà, effectivement, je pense que tout ce que j'ai essayé de faire comme recherche autour du documentaire partait de quelque chose qui était vraiment empirique. C'est-à-dire que c'est presque les films qui imposaient la façon de les appréhender. J'ai essayé de regarder d'un point de vue effectivement des études cinématographiques dans la mesure où je me suis rendu compte en les regardant dans les festivals ou ceux qui passaient parfois à la télévision ou qui étaient édités en des DVD, qu'il y avait un vrai travail de réflexivité sur l'image. Il y avait une vraie approche cinématographique. Et donc ça, c'était quelque chose qui s'est aussi imposé. Sociologiquement, vous avez raison, parce que je pense que c'était important de le replacer dans le contexte de production. Ensuite, ce que vous dites est important
dans la mesure où plusieurs réalisatrices et réalisateurs, encore une fois, ont essayé de comprendre ce qui se passait dans le pays, en Syrie, et ils n'avaient pas un regard surplombant sur les personnes qu'ils filmaient. C'est-à-dire que ce n'était pas, je pense, qu'il ne s'agissait pas d'être au-dessus de la mêlée et d'expliquer, mais que ces réalisatrices et réalisateurs s'incluent, sont au milieu des personnes qu'ils filment, tout simplement. Et ça, je trouve que c'est important parce que il y avait un article, bref, mais je trouve très très important, d'une chercheuse et curatrice qui s'appelle Anaïs Farine, qui a bien montré l'aspect, comment dire, presque littéraire et même, comment dire, très recherché et épistolaire qu'on trouve dans certains usages de la voix over. Et ça donne, ça montre à quel point l'aspect du dialogue est important avec les personnes qui sont filmées ou parfois même les disparus qui ont été arrêtés et qui ont disparu dans les geôles du régime. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, le fait de dialoguer avec la personne qui est dans le champ ou de dialoguer à travers l'usage de la voix over. Et il y a toute une partie, je pense, réflexive qui est liée au conflit dans lequel les personnes qui sont filmées sont confrontées. Les réalisatrices et les réalisateurs sont sur le même plan, se trouvent à pied d'égalité. Et donc, ça donne quelque chose qui est, encore une fois, sur une ligne de crête, parce que vous avez cette urgence du témoignage par rapport à la situation qui est en train d'être vécue et un temps plus long du travail qui est accompli. Et très souvent, on peut trouver une mise en abîme qui rejoint un peu ce que vous disiez par rapport à la façon d'appréhender le vécu des Syriennes et Syriens. Et là, on trouve très souvent cette mise en abîme. On pourrait citer plusieurs films, mais pour en donner peut-être qu'un seul exemple, eh bien, c'est celui de Peur du matin, chant du soir, de deux réalisatrices qui l'ont d'abord signé sous pseudonyme, avant qu'une fois en exil, leur identité soit révélée. Et elle filme une jeune femme qui s'oppose au régime en enregistrant des chansons. Elle s'accompagne, elle chante, elle s'accompagne elle-même à la guitare, elle les enregistre, elles sont diffusées. Et en même temps, elle va à des manifestations. Et donc, il y a cet éventail des pratiques de manifester, de s'opposer par une forme de création artistique. Et elle est filmée de façon à ce qu'elle ne puisse pas être identifiée. Par exemple, un très gros plan sur son œil, des très gros plans sur ses mains. Et finalement, c'est mise en abîme parce que c'est peut-être la situation dans laquelle également se trouvaient les deux réalisatrices, de ne pas être identifiées, de faire un tournage à la dérobée, clandestin, ne pas être identifié, avec tous les risques que cela comportait. Et aussi, ça induit finalement une réflexion sur l'engagement à travers une forme de pratique culturelle, artistique. Ça, c'est un exemple, mais il y en aurait beaucoup d'autres qu'on pourrait citer. Et ça, encore une fois, c'est aussi une façon, je trouve, de reconnecter au quotidien, au vécu des personnes qui sont filmées et de ne pas s'en détacher. Et par rapport aux entretiens que j'ai pu faire aussi avec des réalisateurs, cette question-là est importante, de dire mais ok, moi je l'ai fait à travers l'image, mais ce n'est pas différent d'une forme d'engagement que d'autres ont pu faire par d'autres moyens.
Parmi les contraintes récurrentes dans le cinéma syrien, il y a la difficulté à filmer les corps. Est-ce que cette contrainte découle-t-elle, à votre avis, plutôt d'un respect, d'une peur ou d'une distance avec les corps en tant que tels, comme entité propre, ou plutôt avec les corps en tant que réceptacle de rapports, de relations, de contacts, qui sont aussi des formes qui mettent l'imagination en branle et qui font signe vers autre chose que le corps lui-même? Alors, je serais tenté de répondre les deux. Et alors, si vous le permettez, je voudrais juste faire une toute petite incursion. C'est vrai que cette question du corps est, me semble-t-il, très importante. Et on le retrouve dans la vidéo. Il y a un article très très bien fait, je trouve, de Cecil Brex qui consacre toute une recherche aux figures remixées des martyrs. Encore une fois, justement, le terme martyr n'a pas forcément toujours une connotation religieuse. Elle concerne les personnes très souvent qui sont tombées lors des manifestations, tuées lors des manifestations, les personnes qui sont mortes lors de combats, etc. Donc voilà, c'est un éventail très large. Et il y a déjà dans les vidéos tout un travail très important sur cette question du martyr. Ensuite, je pense que vous avez mentionné dans votre question deux aspects qui sont importants, qui sont, comment dire, encore une fois, qui s'inscrivent dans une forme d'urgence et dans un questionnement sur la pratique documentaire. Et ce questionnement sur l'urgence fait que les corps sont là. Il y a parfois presque une nécessité à rendre compte des personnes qui sont tuées je ne sais pas moi, dans un bombardement, etc. Ne serait-ce que pour témoigner du fait que ça existe. Et en même temps, ne pas manquer de respect, de ne pas enlever la dignité des personnes qui ont perdu la vie. Et ça, je pense qu'on retrouve cette dualité dans beaucoup de documentaires, encore une fois. Peut-être pour ne pas faire une liste exhaustive, mais on pourrait en mentionner deux dans 300 000, d'Orwa al-Muqdad. Justement, il y a une personne qui est morte lors d'un bombardement nocturne et finalement son corps est évacué dans un drap blanc et on perçoit juste la silhouette de cette personne. Et ça pose la question de la distance. Quelle distance est adéquate pour filmer les corps sans vie? Et il y a toute une séquence dans le film Still Recording, co-réalisé par Saïd Al-Batal, qui est à Douma, qui vient d'être libéré, où il y a eu des tueries perpétrées par des forces armées du régime. Et il y a des membres d'une famille qui ont été tués, qui sont enveloppés dans des draps blancs servant de linceul. Et finalement se pose la question de comment filmer ces corps. Et c'est un enjeu, voilà, c'est un vrai enjeu de rendre compte de la situation sans enlever la dignité des personnes filmées. Et ça, effectivement, ça rejoint la deuxième partie de votre question sur les corps, effectivement. Je pense que dans ce moment-là, plusieurs textes, peut-être pas beaucoup, mais plusieurs textes ont abordé le documentaire comme étant aussi un tombeau pour ces corps, pour ces personnes disparues, qu'elles soient finalement dont le corps a pu être récupéré ou parfois qui ont disparu, qui ont été arrêtés et dont le corps n'a pas été rendu aux familles, dont on ne sait pas ce qu'il est forcément advenu de ces personnes.
Donc voilà, je pense qu'il y a ces deux dimensions où finalement le corps prend également une autre dimension. Parce que justement, encore une fois, le documentaire, comme certaines chercheuses ou chercheurs l'ont expliqué, dans d'autres cas que la Syrie, ça peut être dans le cas du génocide au Cambodge, ou même également comme dans d'autres contextes, ou également, comme l'ont pu l'expliquer des réalisatrices et réalisateurs eux-mêmes, il y a cette façon, cette volonté de rendre hommage aux personnes disparues. Et donc là, finalement, dans ces cas-là, cet hommage s'étend au-delà des corps filmés. C'est tout, finalement. Ce processus de rendre hommage dépasse les seules personnes filmées, mais rejoint peut-être ceux à qui on n'a pas pu rendre hommage. Donc ça dépasse les seules personnes. Et ça s'étend finalement aux centaines, aux milliers de disparus, de morts, etc. Aux centaines de milliers parfois, peut-être même. Vous avez parlé tout à l'heure de réalisateurs et réalisatrices syriens qui se mettaient sur un plan d'égalité par rapport au sujet de leur film. Vous avez aussi cette belle formule dans vos textes, un cinéma ou un documentaire pour servir les corps, non pas pour s'en servir. Comment voyez-vous cette approche éthique aussi du point de vue de la distribution du film syrien, notamment en Occident, et les rapports que cette distribution peut avoir avec l'approche au niveau de la réalisation? Oui, alors, effectivement, je pense que ce que vous avez mentionné par rapport au corps, ce souci éthique, alors, on peut l'étendre effectivement à l'ensemble de la pratique filmique. Alors cette formule, je l'ai aussi adaptée à partir d'un article de Pierre Sorlin où justement il s'interrogeait sur les usages de filmer les corps dans plusieurs cas de conflits où il s'intéressait notamment à la guerre d'Espagne, à la guerre d'Indochine, etc. Et je pense que vous avez raison de questionner les deux parce qu'ils sont vraiment liés dans la mesure où, encore une fois, il y a toute une externalité de ce documentaire qui pèse sur la création et sur la diffusion. Alors, peut-être que dans un premier temps, je pense que c'est important de souligner l'importance d'avoir finalement une démarche empirique et de prendre le temps de vraiment analyser les images qui sont faites dans la mesure où il y a, même si les conditions extérieures pèsent très lourdement sur le processus de fabrication, d'une certaine façon, sur la prise d'image, etc., même si, encore une fois, il ne faudrait pas occulter le poids du contexte dans lequel ces films ont été tournés, mais indépendamment ou dépendamment, peu importe, mais même si ce contexte pèse très lourdement, il y a une recherche de la compréhension de ce qui est en train de se passer en Syrie avec des choix de réalisation qui sont quand même présents et qu'on ne peut pas négliger. Alors, choix contraints, encore une fois, mais il y a un vrai souci de réalisation, il y a un vrai travail au niveau du montage, de l'écriture également, et aussi, encore une fois, des choix importants au niveau de la voix over, une façon de mener le récit, et parfois aussi des choix de cadrage, des choix de placement de la caméra, etc. Donc cette dimension-là, je pense qu'elle est très importante. Elle est liée, encore une fois, à une réflexivité sur ce que les réalisatrices et réalisateurs sont en train de faire et sur la façon d'appréhender ce qui est en train de se dérouler et qu'ils filment, soit des personnes, soit des situations.
etc. Donc je pense que c'est important d'avoir de lier cette réflexivité qui est à la base qui rejoint une démarche éthique dans ce qu'on pourrait appeler une réappropriation du récit de la révolte et du conflit. C'est-à-dire que dans la façon de capter ce qui se passe, parce qu'il faut aussi bien voir que lors du début du soulèvement, du mouvement de révolte en Syrie, il y avait un embargo médiatique imposé par le régime. Ensuite, on a eu toute cette propagande de Daesh qui a un peu occulté, accaparé finalement l'attention des médias et des chercheurs. Voilà, donc cette importance de témoigner de ce qui se passe, finalement, se doublait d'une démarche réflexive avec une partie importante, encore une fois, accordée à l'éthique des personnes filmées et encore des corps meurtris. Ce travail-là important, effectivement, n'est rien sans une forme de diffusion, finalement. Alors, même si beaucoup de réalisatrices, de réalisateurs se sont rendus compte que la diffusion de leur travail n'avait rien changé au cours du conflit, mais c'est pareil pour toutes les vidéos, peut-être les centaines de milliers de vidéos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Finalement, le cours du conflit n'a pas été inversé ou que sais-je, ou ça n'a pas pesé plus précisément dans le rapport de force sur le terrain. Ceci étant, la question de la diffusion est importante parce que pouvait se poser la question de finalement essayer de faire des films de festival pour aller vite, d'essayer ou des films qui correspondaient peut-être plus à des canaux de diffusion plus larges, allant plus vers peut-être le format reportage avec une forme de dramaturgie ou que sais-je. Enfin, des formats qui conviendraient plus peut-être à des reportages télévisés ou à l'image qu'on peut avoir de films de festival. Or là, ce qui est important, je trouve, c'est que il y a des styles très différents. Il n'y a pas eu forcément, jusqu'à maintenant, peut-être que cela va changer, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'uniformisation de ces documentaires, où vraiment, pour certaines réalisatrices ou réalisateurs qui en ont fait plusieurs, on voit finalement presque un style, une patte, une façon très personnelle d'appréhender la situation, le vécu, d'avoir sa propre réflexion, sa propre démarche. Et ça, voilà, on pourrait citer beaucoup d'exemples de réalisatrices ou réalisateurs qui ont, encore une fois, s'ils partagent une démarche réflexive, chacun et chacune la conduit à sa façon et finalement on réussit aussi à être sélectionné dans des festivals, sachant effectivement, encore une fois, que ces films finalement n'ont quasiment pas été vus en Syrie et qu'ils sont connus très certainement d'une partie de la population en Syrie, de personnes qui s'intéressaient à cette peut-être production audiovisuelle, peut-être des jeunes étudiants qui se forment maintenant. Par exemple, si vous prenez le film Still Recording, que j'ai mentionné, apparaissent dans ce film des étudiants des Beaux-Arts. Il y a encore aujourd'hui des étudiants de l'Institut supérieur d'art dramatique qui sont peut-être qui s'intéressent à cette production-là, qui ont des échos, parce que voilà, il y a quand même des réseaux sociaux qui en parlent, etc. Certains, sauf erreur, ont pu être diffusés
dans des régions libérées, mais c'était à un moment très précis. C'était, sauf erreur, dans le cadre d'un festival qui n'a pas pu perdurer, le Syrian Mobile Film Festival ou quelque chose comme ça, peut-être le nom, mais c'est peut-être pas le nom exact. Mais voilà, ces films sont vus à l'extérieur de la Syrie. Ceci étant, on remarque que dans une diaspora qui se crée, qui est en train de se créer, ils sont vus également par des Syriennes et des Syriens, ils provoquent des réactions, ils provoquent des débats, et se construit maintenant toute une production hors des frontières du pays. On peut penser aux travaux, aux films de Sarah Fatahi ou de Yassar Kassab, pour citer que une réalisatrice et un réalisateur. Nicolas Appelt, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour vos questions, toutes très pertinentes. Vous êtes venu aussi avec quelques ouvrages. Est-ce qu'il y en aurait quelques-uns Oui, alors je pense que par rapport à la Syrie, encore une fois, le conflit a été beaucoup documenté par l'image, mais je pense qu'il y a aussi toute une série de textes qu'on peut mentionner. Dernièrement est sorti, juste avant son décès, un très beau texte sur le corps dans les romans syriens d'après 2011, un texte donc de Hassan Abbas, grand chercheur, grand prof d'arabe aussi, qui est décédé, et qui avait fait cette recherche, cet essai sur le corps. Et puis il y a toute une littérature peut-être aussi de témoignages. Il y a ce livre 19 femmes de Samar Yazbek qui est basé sur des entretiens. Et puis on peut en mentionner d'autres. Il y a le témoignage de Yassin al-Saleh qui est aussi très intéressant pour comprendre. Il y a ça, mais son parcours, lui, d'opposant politique, longtemps incarcéré en prison. Donc il y a cette expérience de l'incarcération, toute une réflexion aussi sur le début du soulèvement en Syrie. Cet ouvrage dirigé par Franck Mermier, mais qui comporte beaucoup de textes écrits par des Syriennes et des Syriens. Autre témoignage, Majd al-Dik, plusieurs années à Douma. Donc là, ça rejoint aussi ce dont on a discuté quand il faut se confronter à des groupes armés sectaires qui mobilisent sur cette base sectaire, etc. Mais aussi toute la vie au quotidien entre finalement une localité Douma assiégée et la capitale Damas. Je pense que ces livres sont très importants aussi parce qu'au-delà des recherches académiques, ils permettent un peu de prendre le pouls d'une société, en tout cas de franges de la société. Il y a aussi, alors ça c'est seulement sur Alep, c'est aussi un livre construit sur des témoignages d'une journaliste, Cécile Aignon. Et puis, encore un autre livre d'une journaliste, Delphine Minoui, sur Daraya, sur ces jeunes qui ont constitué une bibliothèque clandestine. C'est aussi important parce qu'on a le pendant avant, le parcours de ces jeunes qui apparaissent, et puis sous le siège finalement qui est mené par les forces du régime. Et puis je pense qu'il y a aussi toute une littérature consacrée à la production artistique culturelle. Alors ça c'est un exemple, c'est un ouvrage collectif avec beaucoup de contributions de nombreux artistes et intellectuels syriens. Il a été édité en Allemagne. C'est pas anecdotique de mentionner qu'il est paru en Allemagne dans la mesure où il y a beaucoup de fondations allemandes, Friedrich Ebert Stiftung, Heinrich Böll Stiftung, Rosa Luxemburg Stiftung, et il y a aussi d'institutions culturelles comme le Goethe-Institut qui financent beaucoup la production artistique culturelle syrienne.
que ce soit par leurs antennes à Beyrouth ou maintenant en Allemagne. Il y a aussi Chronique de la révolte syrienne, des lieux et des hommes. Ça, c'est un travail très important, très intéressant, qui est mené par une association qui s'appelle la Mémoire créative de la révolution syrienne, qui archive des graffitis, des photos, des films, des textes qui ont trait, au mouvement de révolte et au conflit. Et c'est vraiment un travail d'archivage très important. Et là, c'est par lieu géographique, les localités en Syrie qui ont... où il y a à chaque fois une illustration, un texte qui vient témoigner de cette production aussi. Il y a, alors celui-ci est aussi important parce que c'est Etijahat, une association, peut-être deux associations, parce qu'il y a Bidayat qui était plus, qui se consacre plus au documentaire, et Etijahat s'intéresse à la production artistique culturelle dans un spectre plus large. Et là, il y a c'est un recueil d'articles de Syriennes et Syriens. Et notamment, il y a une contribution sur le corps qui est très, très intéressante dans la peinture, dans les arts plastiques. Et puis, il y a aussi Myriam Cook qui avait fait ce livre, Dancing in Damascus, sur la créativité et toute la production artistique culturelle syrienne. Et puis enfin, on peut mentionner peut-être dans la recherche pour la vidéo, il y avait cet article que j'ai mentionné de Cécile Bouex, que je trouve très intéressant, sur les figures remixées des martyrs de la révolte en Syrie sur YouTube. Et puis le petit livre de Komoli, je trouve très intéressant, très, très acéré, qui déconstruit finalement la mécanique de Daesh au niveau de son utilisation de l'image. Voilà. Merci beaucoup. Merci.